Hello everyone again and welcome to the first. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce premier webinaire de l'année 2024 d'EpiWin. Toutes nos excuses pour le retard engendré par des difficultés techniques. Cela ne m'empêche pas de vous souhaiter la bienvenue sur ce webinaire EpiWin concernant les dernières informations sur la COVID-19. Nous avons 4 experts et expertes de l'OMS ici, docteurs également, qui sont là pour répondre à vos questions. Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter nos experts et experts. Tout d'abord, Maria Van Kerkhoff, que vous connaissez très bien certainement, directrice par intérim du département préparation et prévention des épidémies et pandémies. Malheureusement, l'oratrice est interrompue. L'interprète ne l'entend plus. We now have Vicky who's here, who's our risk. Nous avons Vicky qui est parmi nous, responsable de la communication des risques et engagements communautaires. Et nous avons également Shagun Carré. Interruption de l'oratrice. James Otian, who will answer some of your questions. Without further. Supriya, and happy 2020. Merci Supriya, je vous souhaite une bonne nouvelle année 2024. Cela nous donne l'occasion aujourd'hui de vous donner les dernières informations sur la COVID-19. Il y a quelques diapositives. Je vais passer les mots de bienvenue pour aller dans le vif du sujet. La COVID-19 dans un contexte où nous avons différents pathogènes respiratoires en circulation. Où nous en sommes, que fait l'OMS pour vous soutenir, ainsi que les États membres, pour que tout le monde soit en sécurité. Puis nous aurons une séance questions-réponses pour que vous puissiez y voir plus clair. Pour cela, utilisez la fonction questions et réponses dans le webinaire Q&A. Avant toute chose, quelques infos contextuelles. Première diapositive à l'écran vous montre que la COVID-19, la grippe, entre autres maladies respiratoires, circule encore. Les informations principales que nous avons, la COVID-19 est toujours parmi nous. Nous le suivons à travers le monde, bien sûr, ce virus, et savoir à quel point la COVID-19 est répandue. Nous avons des sites de surveillance de sentinelles à travers le monde. Nous avons près de 10% d'échantillons qui sont collectés dans les centres de santé. Nous voyons qu'il y a une tendance à la baisse en Europe, en augmentation en Amérique, stable en Afrique, entre autres. Nous avons nombre de statistiques, bien sûr, mais en tout cas, ce que cela veut dire, c'est que le virus est toujours en circulation. Nous manquons de visibilité sur le nombre d'infections et réinfections à l'heure actuelle, car les systèmes de notification ont évolué. Mais pour les 3 premières semaines de l'année 2024, nous avons plus de 400 000 nouveaux cas qui ont été notifiés à l'OMS, 2 pays qui sont toujours dans ce processus de notification. Pendant cette période, nous avons plus près de 8 000 décès, entre 7 000 et 8 000. Il y a encore beaucoup à faire pour que nous puissions éviter ces milliers de décès. Nous essayons également de suivre l'impact de la COVID-19. Au cours des derniers mois, les derniers 28 jours, nous avons plus de 171 hospitalisations, nouvelles hospitalisations pour la COVID-19 et 2100 nouvelles admissions en soins intensifs. Malheureusement, nous n'avons que peu de pays qui nous envoient ce type d'informations. Ce que nous avons pour ce qui est la répartition, la circulation et l'impact doivent être pris avec précaution car nous manquons de données à l'échelle internationale. Ce qui nous aide pour mieux suivre la COVID-19, pour plus de surveillance, vous avez entendu parler de ce que vous voyez, c'est la surveillance des eaux usées. Nous effectuons cette surveillance dans de nombreux pays. Cela nous permet de comprendre à quel point ce virus est en circulation. Cela prend 2 à 3 semaines pour que nous puissions savoir si le virus est en circulation ou non et s'il y a surtout une augmentation ou pas des hospitalisations. Cela nous permet de préparer les hôpitaux à accueillir de nouveaux patients. Voici quelques exemples pour une poignée de pays. Ils ont été choisis vraiment au hasard. Il n'y a pas de raison pour que l'un ou l'autre y figure. L'idée de vous donner une vision pour l'Europe, pour l'hémisphère sud, comme la Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et dans de nombreux pays, les systèmes d'eau usée sous surveillance nous donnent des données.
Nous ne sommes pas, bien sûr, dans un pic de circulation du SARS-CoV-2, mais cela ne veut pas dire que nous sommes sortis d'affaire. Voici à l'écran l'évolution de la circulation des différents variants depuis le début de la pandémie 2020. Vous voyez de nombreuses couleurs à l'écran. Cela nous rappelle à quel point ce virus évolue, et ce sera toujours le cas. Ces dernières semaines, néanmoins, nous voyons que le JN.A et les autres lignées sont principalement responsables de la circulation de la COVID-19 ces derniers temps. Ce sont des lignées, la lignée parentale est BA.2.86, beaucoup de chiffres, bien sûr, c'est assez difficile de suivre, mais en tout cas, sachez que JN.1 représente 79 des séquençages que nous recevons à l'échelle internationale. Cela nous permet de mieux comprendre ce qui se passe. On regarde le séquençage, mais nous avons aussi notre comité consultatif technique qui nous permet de bien détailler, comprendre les caractéristiques de ce variant, gravité, transmission, circulation et la bonne ou pas utilisation de nos produits de diagnostic et de traitement. On voit que ce JN.1 circule dans le monde entier. À l'écran, beaucoup d'informations de nouveau. Il ne s'agit pas d'aller dans les détails, mais le conseil technique consultatif continue à évaluer les risques. Voici comment nous réussissons à rassembler toute l'expertise dont nous disposons à l'international et les données. On voit quelles sont l'échappement immunitaire, la gravité, l'évaluation des risques, etc. De toutes les données que nous collectons, sachez que nous pouvons donc les rassembler et les comprendre, mais nous ne voyons pas qu'il y a une évolution de gravité pour ce nouveau variant JN.1 par rapport aux autres qui sont en circulation depuis plus de 2 ans. C'est important de le noter, mais sachez néanmoins que ce variant, comme les autres, provoque toutes sortes de réactions, notamment des formes graves de la maladie. Pour réduire ce risque, il faut évidemment se vacciner. Et si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes bien plus à risque de développer des formes graves de la maladie, même pour ce variant. Voici l'évolution au fil du temps, avec un accent mis sur l'année dernière. On voit l'évolution de la circulation des variants qui évolue d'une région à l'autre. Donc le JN. Petit à petit devient le variant dominant à l'international, mais évidemment, la répartition évolue en fonction des continents et des pays. Quelle que soit la lignée parentale de ce variant. Et cela permet de voir donc, la circulation des variants également, où en est l'immunité collective par rapport à ces variants. Nous avons un nouveau réseau COVIDNet de laboratoires qui nous permet de mener à bien nos évaluations au risque de la COVID-19 dans le monde entier, et ce qui nous permet d'avoir de bonnes informations et de savoir comment vous conseiller pour rester en bonne santé. Voici juste une diapositive pour vous parler de l'autre groupe consultatif technique, TACOVAC, qui concerne la vaccination, qui surveille les chiffres concernant la vaccination, qui envoie des recommandations à l'OMS en matière de vaccins et si la formule vaccinale doit être adaptée. Et ce groupe consultatif va fonctionner tant que nous aurons une circulation de cette COVID-19. Et nous évaluons évidemment tous les variants de cette COVID-19, les plus anciens comme les nouveaux variants, et la vaccination, nous le rappelons, est toujours ce qui permet de se protéger, quel que soit le variant, et également de se protéger contre les affections post-COVID-19. Donc, s'il vous plaît, misez sur les doses de rappel. Alors, pour ce qui est de la vaccination, depuis 2021 jusqu'à récemment, nous avons 13 milliards de doses qui ont été injectées, tant de vies sauvées grâce à cette vaccination dans tous les pays du monde. Nous continuons à lutter pour que nous ayons un plus grand accès, meilleure utilisation de ces vaccins dans l'ensemble des pays en se concentrant surtout sur les pays les plus à risque de développer des formes graves. Nous voyons un recul dans la demande vaccinale, mais il y a toujours une demande assez forte pour les vaccins. Tellement de personnes ont eu recours à ces vaccins et cela nous donne des indications. Nous devons maintenir cette couverture vaccinale, surtout dans les pays plus à risque, pour les populations à risque, répondre aux questions que les patients pourraient avoir et lutter contre la désinformation
et vous donner accès aux informations les plus pertinentes et les plus à jour. Nous nous concentrons sur les pays qui ont les groupes à risque, les adultes de plus de 60, 70 ans, 80 ans, car il y a des degrés variables de couverture vaccinale pour ces groupes à travers le monde. Seuls 4% des adultes âgés dans les pays à revenus faibles et intermédiaires ont eu accès à une dose de rappel. On peut trouver une solution, néanmoins on peut améliorer bien sûr ce chiffre. Pour ce qui est des agents de santé, il n'y a pas eu suffisamment de doses de rappel, seulement 8% y ont eu accès dans les pays les moins avancés. Et donc il s'agit d'améliorer l'accès à ces vaccins qui peuvent sauver des vies. Nous voyons des écarts en fonction des régions. Nous faisons tout avec nos partenaires pour améliorer la situation. Nous voyons une augmentation dans toutes les régions d'acceptation du vaccin, mais il y a une différence entre les pays à revenus élevés et à revenus moins élevés. COVID-19 condition. Quelques mots maintenant sur l'affection post-Covid. Nous avons reçu de nombreuses questions à ce sujet. Ce que vous voyez à gauche, c'est l'incidence du Covid long. Il est très difficile d'évaluer le nombre de personnes souffrant de ce Covid long pour différentes raisons. Premièrement, parce que nous n'utilisons pas tous la même définition de l'affection post-Covid. Certains parlent de Covid long, mais il y a une définition plus générale de cela. Nous avons publié une définition que nous demandons aux cliniciens d'utiliser partout dans le monde. C'est une maladie tout à fait réelle qui doit être étudiée et prise en charge en termes de traitement et de prévention, mais surtout de traitement, car nous savons qu'il y a de nombreuses personnes qui souffrent de cette affection dans le monde. Les évaluations indiquent que 6,2% sont des personnes présentant des symptômes du Covid et qui ont donc développé une affection post-Covid avec plusieurs organes qui sont affectés. La durée moyenne des symptômes est de 9 mois pour les personnes qui ont été hospitalisées et 4 mois pour les personnes non hospitalisées. 15% des symptômes perdurent au-delà de 12 mois. Nous traitons cela avec le plus grand sérieux. Nous collaborons avec différents partenaires dans le monde pour élaborer de bonnes lignes directrices susceptibles d'être évaluées de manière robuste. Nous collaborons pour synthétiser les données factuelles. Et nous souhaitons que davantage de recherches soient effectuées à ce sujet pour pouvoir consolider les données factuelles et offrir des propositions de traitement, des lignes directrices thérapeutiques et des conseils aux cliniciens. Voici les résultats d'une étude qui s'est intéressée aux groupes présentant un risque plus élevé pour l'affection post-Covid. Toutes ces diapos seront mises à votre disposition sur la plateforme EpiWin. J'aimerais souligner un point. Nous n'avons pas encore d'informations complètes sur le virus du COVID-19 qui est toujours en circulation, notamment au sujet des complications liées aux infections répétées. Nous entendons étudier le risque et la charge des séquelles chez les personnes réinfectées en nous intéressant à la fonction pulmonaire, à la fonction neurologique, cardiovasculaire au fil du temps. C'est quelque chose qu'il faut continuer à surveiller car le virus est en circulation depuis 4 ans, même si cela peut sembler plus long. Et nous avons encore beaucoup de choses à apprendre à son sujet. Nous sommes très reconnaissants à tous nos partenaires dans le monde qui travaillent sur cette question. Pourquoi continuons-nous à parler de la COVID-19? D'abord parce que nous pensons que nous pouvons faire davantage pour prévenir les infections. Nous ne pourrons pas prévenir toutes les infections puisque le virus est en circulation dans tous les pays du monde. Mais il y a de nombreuses mesures à prendre pour assurer notre protection et éviter la transmission du virus et sa propagation afin de pouvoir vivre nos vies dans des sociétés ouvertes tout en prenant des précautions pour empêcher la propagation de la maladie. La COVID-19 constitue toujours une menace à l'échelle mondiale, en particulier pour les personnes âgées et présentant des maladies sous-jacentes. Il y a différentes solutions thérapeutiques qui sont à disposition. La prévention, la détection précoce sont très utiles. Si vous êtes infecté, il est important de prendre des mesures pour éviter une hospitalisation. Et en cas d'hospitalisation, il est important que chacun puisse recevoir les meilleurs traitements partout dans le monde.
nous pouvons prévenir la COVID-19 et des recherches sont en cours à cet égard. Nous devons en faire davantage pour prévenir l'affection post-Covid et offrir un traitement à ceux qui en souffrent. C'est un programme de travail développé à l'échelle mondiale dans toutes les régions grâce à la surveillance collaborative, la participation des communautés, des soins adaptables, l'accès aux mesures de lutte médicale et la collaboration avec les partenaires et les différents secteurs des gouvernements. N'oubliez pas, la COVID-19 est toujours avec nous. Il est important de connaître les risques afin de s'en prémunir. Vous pouvez faire de nombreuses choses pour prévenir la propagation de la maladie et assurer votre protection ainsi que celle de vos proches. Donc, quelques mesures essentielles. Si vous êtes malade, restez chez vous. Faites-vous traiter si nécessaire. Les traitements sont là. Portez un masque dans les lieux encombrés et mal ventilés. Il est tout à fait possible d'améliorer la ventilation de nos lieux de résidence, de travail, etc. pour empêcher la propagation du virus dans l'air. Lavez-vous les mains régulièrement, pas seulement pour lutter contre la COVID-19, mais également d'autres pathogènes en circulation. Couvrez votre bouche quand vous toussez, quand vous éternuez. Vérifiez votre statut vaccinal et gardez vos distances dans la mesure du possible. Toutes ces mesures sont utiles non seulement contre la COVID-19, mais également contre la grippe et d'autres maladies. Si vous faites partie d'un groupe à risque, si vous êtes une personne âgée, faites-vous vacciner contre la COVID-19 et avec un rappel 6 à 12 mois après la dernière dose. Ces mesures de prévention peuvent prévenir l'infection et la réinfection. De nombreux problèmes continuent à se poser à nous dans la lutte contre la COVID-19 dans un contexte où d'autres maladies infectieuses sont en circulation. Il y a aussi les situations d'urgence, les guerres, les déplacements de personnes, les inondations et séismes auxquels nous sommes confrontés. Voici les domaines auxquels l'OMS s'intéresse actuellement. Le travail sur la COVID-19 nous permet de nous préparer pour être en mesure de réagir à de nouvelles menaces à l'avenir. Je continue très rapidement. Voici quelques messages destinés au gouvernement. Nous collaborons avec tous les États dans le monde pour préserver les acquis, lutter contre les menaces actuelles et nous préparer face aux menaces futures. Il est important que tous les gouvernements, tous les pays offrent un accès équitable à des mesures de lutte médicale sûres, efficaces et de qualité contre la COVID-19 et autres pathogènes respiratoires, y compris un accès aux produits diagnostiques thérapeutiques et vaccinaux. Il faut développer la demande pour des vaccins efficaces et sûrs contre la COVID-19 et d'autres maladies. Renforcer la surveillance collaborative de la COVID-19 et autres maladies respiratoires pour pouvoir évaluer les risques, procéder aux ajustements nécessaires sur la base des virus en circulation. Il faut que les gouvernements nous donnent ces informations. Nous voulons que des soins cliniques optimaux puissent être fournis pour la COVID-19 et les autres maladies respiratoires, notamment en offrant un accès aux traitements et mesures avérées pour protéger les agents de la santé et prestataires de soins dans le monde. Et pour cela, il faut continuer à mettre en œuvre des interventions avec la participation des communautés. Ces mesures doivent être développées avec les communautés, mises en œuvre avec elles. Ceci afin d'assurer la protection et la prospérité de nos communautés. Enfin, un message clé, nous ne sommes plus en situation de crise, d'urgence avec la COVID-19. Le niveau d'impact n'est plus le même qu'en 2021, 2022 ou même encore au début de l'année 2023. Mais la COVID-19 constitue toujours une menace à l'échelle mondiale. Bien que l'impact soit réduit et que le nombre de décès soit inférieur à 4 000 depuis la mi-mai, ce dont nous pouvons nous féliciter, mais nous pouvons
continuer à développer des efforts pour réduire le nombre de décès. Dans bien des cas, il est possible de prévenir les décès. Nous manquons de données sur les hospitalisations, si bien qu'il nous est difficile d'évaluer l'impact à l'échelle médiale et de tirer des conclusions des tendances constatées. Et n'oublions pas que la COVID-19 n'est pas le seul pathogène en circulation. Nous avons aussi la grippe, la maladie syncytiale et d'autres qui mettent sous pression nos systèmes de santé. Il est très important de prévenir ces infections. Le virus continue à évoluer. Nous n'avons pas de schéma temporel ou saisonnier prévisible. Et par conséquent, la surveillance joue un rôle important pour procéder aux ajustements nécessaires là où c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. Lorsque la surveillance nous montre que le virus continue à infecter les personnes, à tuer des personnes, et nous ne connaissons pas encore les impacts à long terme sur les différents organes liés aux infections à répétition. Nous savons qu'il y a des mesures de lutte efficaces, y compris la vaccination. Nous devons rester vigilants car le virus continue à évoluer. Le séquençage est disponible partout dans le monde. La surveillance doit être renforcée un peu partout. Je suis allée très vite, je vous ai donné beaucoup d'informations, mais il nous semblait important de vous donner un aperçu de nos différents axes de travail liés à la COVID-19. Car nous sommes confrontés à un virus qui est toujours d'actualité, même si on n'en parle plus dans les actualités. C'est une priorité pour nous à l'OMS. Nous sommes toujours en situation de pandémie et nous sommes toujours confrontés à un risque d'envergure mondiale. Merci. Thank you for that message. COVID-19 is definitely very much around, and our response is preparedness for the future. We can actually see that from your response to the Slido. Let me just share my screen here. Malheureusement, le son est impropre à l'interprétation. Nous n'entendons pas l'oratrice. 9% of you have been infected with COVID-19, either you or your immediate family. So that's a large chunk. And that just shows what Maria said. So we have now our experts answering a few questions with Shagun Kare as moderator. Over to you, Shagun. Thanks, Supriya. Merci, Supriya. Je me présente très brièvement. Je suis responsable de communication à l'OMS et je travaille plus précisément sur les situations d'urgence sanitaire. Et comme nombre de personnes autour de la table, et je suis vraiment particulièrement au fait des conséquences de la COVID-19 et c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Je vous présente les orateurs. Nous avons Dr Lorenzo Subisi, qui est virologue et expert en COVID-19, qui répondra à vos questions sur les variants et ce qui nous attend. Ensuite, Dr Janet Diaz, qui est responsable de la prise en charge clinique en situation d'urgence sanitaire. Cela comprend la COVID-19. Elle travaille d'arrache-pied pour que tout le monde ait accès aux meilleurs services dans le monde entier face à cette COVID-19. Une personne qui a toutes les compétences pour cette tâche pourtant si importante. Et puis, nous avons aussi notre Vicky Husser, qui est responsable de la communication risque, engagement et communautaire. Elle essaie de comprendre ce que demandent les communautaires, quels sont leurs besoins et comment leur permettre de faire face et avoir accès aux services nécessaires. Avant la séance questions et réponses, je vais poser une question à chacun et chacune de nos oratrices. Jeannette, et puis ses collègues, et ensuite je me tournerai vers vous pour les questions et réponses afin que nos experts puissent répondre à vos questions que vous publiez sur la fonction questions et questions-réponses. Nous avons Dr Jamie Allens, qui est
experts cliniques. Nous avons Jamie et James, pardon si ma langue fourche. Jamie Raelance et James Otiento. Et c'est un épidémiologiste notamment, entre autres qualités, des experts qui sont vraiment à l'avant-poste pour répondre à vos questions et nous faire part de leur expertise. Merci James de nous avoir rejoints. Concernant le dernier variant JN.1, à quel point est-il en circulation et que peut-on prédire pour la suite? Merci Shagun, m'entendez-vous? Je pense que vous m'entendez, donc je suis Lorenzo. Alors, nous avons quelques informations grâce à Maria concernant le variant JN.1, qui est maintenant le dominant, qui représente près de 80% des séquençages à l'international. Il est dominant dans l'ensemble des régions de l'OMS. JN1 prend donc le pas sur la propagation de la COVID-19 dans l'ensemble des pays. Depuis l'Omicron, le variant Omicron, aucun variant n'avait été requalifié de variant préoccupant, qui est le degré le plus élevé, on va dire, de qualification de ces variants. JN. est un variant à suivre. L'OMS met à jour régulièrement l'évaluation des risques grâce aux recommandations de groupe consultations techniques sur l'évolution des variants. Il y a eu donc recommandation de le qualifier de variant à suivre. On évalue les risques de ce variant. Le risque est actuellement estimé à bas. Il n'y a pas de risque pour ce variant d'augmentation de la gravité de la maladie. Dans de nombreux pays qui ont vu un nombre plus élevé d'hospitalisations ou des taux de gravité plus élevés, on a vu qu'il n'y avait pas de lien direct avec un variant ou l'autre, mais plutôt cela aurait trait à la co-circulation de différents virus respiratoires. Pour ce qui est de la suite, qu'est-ce qui nous attend? Une question bien sûr essentielle. Nous avons collecté des données au cours des 4 dernières années qui nous pourraient permettre de brosser un portrait, mais nous ne pouvons néanmoins évidemment évaluer l'évolution d'un virus. Cela reste imprévisible, mais grâce aux données dont nous disposons, nous avons pu les utiliser afin de mettre à jour notre planification et esquisser les scénarios à venir. Maria l'a dit, nous avons lancé un réseau OMS pour le coronavirus afin d'avoir une riposte coordonnée, afin d'évaluer les risques lorsqu'il y a émergence de virus respiratoires, notamment les variants de la COVID-19. 20 laboratoires du monde entier font partie de ce réseau. L'objectif principal étant de s'assurer que nous couvrons bien tous les domaines et que nous ne laissions rien de côté pour ce qui est de la surveillance et la détection des cas ou l'émergence de nouveaux variants. Avec un profil biologique, par exemple, un variant dont nous ne connaîtrions rien et qui apparaîtrait sans que nous l'ayons identifié. C'est ce que nous faisons, c'est vraiment de suivre de manière la plus optimale possible l'évolution et l'apparition de nouveaux variants. Shogun. Merci. Je crois que Supriya souhaite rebondir sur ce que vous venez de dire avant de passer à la prochaine question. Supriya. Everyone, before we go on to the next question, I would like to hear from you. Please go to the slide. À nouveau, malheureusement, le son de Supriya ne permet pas une interprétation de ses propos. To protect yourself from COVID-19 these days. I'm just putting this on the screen for a couple of minutes for the QR code and also put the link on the chat so you can get it from the chat and respond while the discussion is going on. Thanks, Supriya.
participation on Slido make. Merci Supriya. Effectivement, si vous interagissez sur Slido, cela nous permet de vraiment avoir déjà une interaction et avoir vos retours et de savoir où on en est par rapport à la COVID-19 et d'avoir une perspective extérieure. Janet, je me tourne vers vous. Vous suivez la prise en charge clinique, le traitement de la COVID-19, mais également tout ce qui a trait à l'affection post-COVID-19, qu'on appelle aussi Covid long. Ma question est la suivante, donc concerne surtout cette affection post-COVID-19 ou le Covid long. Où en sommes-nous dans la compréhension de cette affection et quelle est la réaction de l'OMS? Merci Shagun. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes. Une question essentielle, effectivement. Où en sommes-nous? Nous continuons à décrire comme une affection post-Covid-19 comme étant un diagnostic qui appelle un diagnostic particulier et qui charrie des syndromes. Nous avons effectué une liste de ces syndromes, fatigue, perturbations cognitives, entre autres symptômes. Nous en avons une centaine qui sont déjà listés et identifiés. C'est un système assez complexe qui touche différents organes, puisque les symptômes sont assez variés. Pour ce qui est du mécanisme de la maladie, c'est ce qui est important, c'est de vraiment comprendre ce que font les scientifiques pour identifier quelle est la cause de ces symptômes et quelles sont les complications potentielles. Nous ne savons pas encore tout. Les faits probants sont collectés, évidemment, mais il y a des anomalies qui ont été décrites dans le système immunitaire en matière d'auto-immunité ou la coagulation également est touchée. Il y a des anomalies également dans l'activité cérébrale, dans les cellules cérébrales. Nous voyons donc que cela évolue, la description. Il y a des manifestations diverses et variées. Il faut encore tout rassembler et nous sommes en train d'effectuer cela. Nous voyons plus d'affections post-Covid-19 chez les femmes que chez les hommes, plus chez les adultes que les enfants. C'est assez rare chez les enfants. Et les personnes qui ont des comorbidités aussi sont plus touchées. Et surtout les personnes qui ont des versions graves ou ont été hospitalisées par rapport aux personnes qui n'ont pas été hospitalisées. Néanmoins, même si vous n'avez pas été hospitalisé, vous pouvez être touché par une infection post-Covid-19. Pour ce qui est du nombre de personnes qui ont développé cette affection post-Covid-19 ou Covid long, c'est un chiffre assez ancien. Il faut vraiment le mettre à jour. On estimait à cela 6% dans l'ère pré-Omicron. Un chiffre à mettre à jour. Nous faisons tout pour essayer d'avoir des informations plus récentes, et ceci pour le monde entier. Pour ce qui est du traitement, et c'est ce qui intéresse bien sûr les auditeurs, nous n'avons pas de traitement précis pour cette affection post-Covid-19. La prévention est essentielle. Je sais que Marie en a parlé. Une prévention qui commence par le fait qu'il ne faut pas contracter la Covid-19, et ceci est possible avec la vaccination. C'est vraiment la mesure préventive principale. Et ensuite, il faut aussi être pris en charge par une approche pluridisciplinaire. Vous vous tournez vers votre généraliste afin qu'il puisse avoir une évaluation approfondie et vous référer vers un spécialiste si vous avez besoin pour des complications cardiovasculaires, gynécologiques, etc. Et avoir une gestion des symptômes également avec des interventions adaptées. Pour ce qui est des traitements, les médicaments, nous n'en avons pas des médicaments dédiés, mais il y a différents types de médicaments et d'options thérapeutiques qui existent pour les différents symptômes. Il y a certains testent les antirétroviraux ou d'autres médicaments utilisés pour lutter contre le diabète. Des compléments alimentaires sont également explorés. Il y a de plus en plus d'intervention aussi en réadaptation. Donc, que fait l'OMS? Nous avons publié une définition de cette affection post-Covid-19 ou Covid long chez les adultes et les enfants.
Il faut vraiment bien normaliser la phase de diagnostic et les essais cliniques. Nous faisons tout pour que cette définition soit toujours valide aujourd'hui. Donc, la mettons à jour. Nous avons un groupe de collaborateurs internationaux, Coral Concepts. Et il faut bien normaliser les essais cliniques et afin que nous puissions mettre en commun les résultats, l'effet probant, et que nous ayons une harmonisation entre les différents collaborateurs et les essais cliniques. En outre, nous avons un groupe de travail de recherche qui se réunit tous les mois. Les chercheurs sont amenés à venir partager leurs études, les résultats préliminaires, leurs conclusions, les résultats de leurs études, afin qu'il y ait un meilleur échange d'informations et de connaissances entre les pairs et qu'il y ait une réelle collaboration entre ces chercheurs. L'idée est d'accélérer le partage de connaissances. Les collègues de l'OPS ont publié sur le site Internet aussi une cartographie des traitements potentiels. Et nous avons aussi une série de webinaires sur l'affection post-Covid-19 avec les différents partenaires qui est proposée de manière régulière. Nous avons des collaborateurs, je le rappelle, donc à l'échelle internationale, qui travaillent ensemble pour que nous puissions avoir des lignes directrices cliniques concernant l'affection post-Covid-19. Et il faut que nous puissions surveiller l'effet probant. Il y a tellement d'études publiées, des essais cliniques, etc. Nous avons des données qui nous permettraient de les rassembler, les synthétiser et proposer des recommandations et lignes directrices. Donc, voici un peu toute la panoplie des interventions. Pour que et ces interventions vont venir nous permettre de rédiger ces lignes directrices. Merci infiniment. Beaucoup de travail que vous avez résumé. Janet, avant de poursuivre, une dernière question. Que sait-on sur la guérison? Peut-on se relever après cette affection post-Covid-19? Très bonne question. Les données dont nous disposons sont des estimations, évidemment, qui varient. Si vous n'avez pas été hospitalisé et avez contracté la Covid-19 et puis cela évolue en infection post-Covid-19, pour ce qui est de la durée, c'est environ 4 mois. C'est assez long, mais c'est la durée moyenne, 4 mois. Si vous êtes hospitalisé en raison de la Covid-19 et vous développez cette infection post-Covid-19, la durée est plus élevée, environ 9 mois. C'est bien plus long. De facto, puis nous avons également certains patients qui finalement ne guérissent pas totalement de cette affection post-Covid-19. Leur proportion est moindre, bien évidemment, mais nous avons besoin d'avoir des données, des estimations plus précises, des études également plus pertinentes. Ce qui est également préoccupant, aux États-Unis, vous avez une étude qui se concentre sur les complications cardiovasculaires et les mortalités 1 an après la contraction de la Covid-19. Et les conclusions montrent qu'il y a un risque plus élevé de décès pour le groupe qui a contracté la Covid-19 versus le groupe qui n'a pas contracté la Covid-19. Les complications donc, des personnes qui ont contracté la Covid-19 ont plus de 2 ans après l'hospitalisation pour Covid-19. Donc, si vous avez eu la Covid-19, vous développez une affection post-Covid-19 ou que vous êtes agent de santé et vous prenez en charge des patients, il faut que vous ayez ces informations à l'esprit, bien sûr, pour que les évaluations soient bien pertinentes. Merci. Yeah, I think Nous continuons à apprendre beaucoup de choses sur la COVID-19, notamment sur ses conséquences à long terme, y compris sur l'affection post-Covid. Et des recherches très importantes à ce sujet sont en cours. Je vais maintenant poser une question à Vicky, mais voyons d'abord ce que vous avez répondu sur Slido au sujet des mesures que vous prenez pour vous protéger contre la COVID-19. La première réponse, c'est rien du tout. Certains ont répondu porter un masque.
Donc la question était, que faites-vous pour vous protéger contre la COVID-19 actuellement? Les réponses sont les suivantes. Porter un masque, se laver les mains, éviter les contacts, prendre des précautions, se vacciner. Ceci correspond aux recommandations de l'OMS sur les mesures à prendre pour se protéger. Et je me félicite de voir que les participants continuent à mettre en œuvre ces mesures de protection. C'est très important. Surtout après ce que nous avons entendu aujourd'hui sur le fait que la COVID-19 est toujours en circulation en parallèle avec d'autres virus respiratoires. Il est donc très important que les personnes soient conscientes des risques et qu'elles sachent qu'il y a toujours une circulation élevée de ces virus. Cela constitue un risque réel. Il faut en être conscient. Et par conséquent, il y a des mesures à prendre pour atténuer ces risques. Je constate que bon nombre d'entre vous utilisez des mesures pour vous protéger et protéger les autres. Une mesure que vous pouvez prendre, et je ne suis pas certaine de l'avoir vue dans vos réponses, est si vous êtes malade, restez chez vous pour éviter de transmettre le virus plus loin et pour vous permettre de vous rétablir. Et si les symptômes s'aggravent, contactez votre médecin. Autre mesure préconisée, portez un masque dans les lieux où il y a beaucoup de monde ou les lieux mal aérés. Lavez-vous les mains régulièrement, c'est également important. Couvrez votre bouche lorsque vous toussez ou vous éternuez. Cela permet d'éviter la propagation du virus. Gardez vos distances dans la mesure du possible et vérifiez votre statut vaccinal. Si nécessaire, faites-vous vacciner ou obtenez un vaccin de rappel. Ces mesures portent leurs fruits, non seulement pour la COVID-19, mais aussi pour la grippe et d'autres maladies respiratoires. Autre chose importante mentionnée par Maria van Kerkhoff, que je voudrais souligner. Il est important de protéger les personnes les plus vulnérables. Pour cela, la vaccination et les mesures de protection sont très importantes pour éviter que les personnes vulnérables ne soient infectées par le virus. Nous savons que la vaccination marche, de même que les mesures de précaution. Et je me félicite de voir que vous-même mettez en œuvre ces mesures. Et j'ai été frappée de voir le nombre de personnes infectées ces 6 derniers mois, ce qui démontre encore une fois que les mesures de protection sont toujours d'actualité. Merci beaucoup. Nous avons dépassé l'heure prévue pour la fin de la réunion et je m'en excuse par avance. Si vous devez nous quitter, maintenant, vous pourrez toujours écouter l'enregistrement qui sera mis à disposition. Il y a eu plusieurs questions sur le Covid long. Janet y a répondu en grande mesure, mais j'aimerais demander à Maria ce que nous pouvons faire avec les États membres au sujet de cette affection post-Covid. Janet a indiqué comment nous collaborons avec les communautés de chercheurs dans le monde, comment nous cherchons à collecter des données pour proposer des traitements et pour prévenir le Covid long. Les États membres peuvent contribuer à différents égards, d'abord en fournissant des traitements pour les personnes concernées. Et il est important que les patients reçoivent un traitement approprié partout dans la chaîne des soins. Et il est important qu'il y ait une approche globale des traitements. Il faut aussi que les États membres contribuent au financement de la recherche. On ne peut pas faire de la recherche uniquement dans les pays à revenus élevés. Dans certains pays, des
études de cohorte sont en cours, c'est très coûteux et pour cela, nous avons besoin que les États membres investissent dans la recherche. Nous savons que les patients souffrant de Covid long veulent être reconnus, se voient offrir un traitement. Et Janet vous a expliqué toutes les mesures que nous avons prises à cet égard. Mais ce que nous demandons aux États membres de faire, c'est continuer les efforts de surveillance afin de nous aider à comprendre l'évolution du virus. Il faut aussi qu'ils offrent des soins cliniques de qualité, qu'ils offrent des vaccins à ceux qui en ont besoin. Nous savons que la vaccination réduit le risque de contracter un Covid long. Les produits diagnostiques jouent aussi un rôle important. Avec les États membres, nous pouvons assurer la vigilance face au Covid-19 grâce au suivi, à la traçabilité, en offrant des soins de qualité et en développant des données qui nous permettent de mieux comprendre l'évolution du virus. Le Covid long est un sujet dans lequel nous avons beaucoup investi en termes de temps et de fonds, et nous allons continuer à le faire à l'avenir. Nous avons plusieurs questions sur le Covid long. Un journaliste nous demande le nombre de personnes concernées par le Covid long. Je crois que vous avez parlé de 6% des patients de la Covid-19 qui souffrent de Covid long. Savez-vous combien de personnes ont décédé en raison d'un Covid long? Merci pour la question. D'après nos évaluations pré-Omicron, concernant la proportion de personnes ayant souffert de Covid qui développent un Covid long, c'est 6% en effet. Mais il va falloir réévaluer cette proportion en tenant compte d'Omicron. C'est ce que nous sommes en train de faire avec nos collègues et autres collaborateurs. Quant au nombre de décès, nous n'avons pas de chiffres à ce sujet. C'est très compliqué. Et évidemment, il est important que les chercheurs puissent répondre à cette question. Quand on enregistre les décès, on indique la première cause du décès. C'est peut-être associé à un Covid long, mais ça peut-être été enregistré comme décès dû à une maladie respiratoire, à un arrêt cardiaque. Ce n'est pas forcément enregistré en tant que Covid long. Or, c'est un élément de données important qu'il faudrait pouvoir faire apparaître. Il faut utiliser les bons codes lorsqu'on enregistre les causes d'un décès. Ce qui nous permettra ensuite d'analyser la charge de mortalité liée à l'affection post-Covid. Et pour compléter ce qu'a dit Maria concernant les soins cliniques, l'accès aux soins primaires, aux soins de réhabilitation joue un rôle clé. C'est valable de manière générale. La CSU et les soins primaires jouent un rôle très important. Et il faut que le traitement de la COVID-19 soit intégré dans la CSU et les soins primaires. Et cela concerne aussi les personnes souffrant de Covid long, qui doivent pouvoir accès aux diagnostics, aux soins, y compris aux prestataires de soins psychiques. En particulier pour les personnes dont les symptômes durent longtemps. Presentation from Fabienne, who was asking about increasing trends. Nous avons une question de Fabienne qui parle de
la tendance à la hausse des taux de positifs des dépistages de la COVID-19, sans aller dans trop de détails. Pourriez-vous nous dire où nous en sommes, puisque nous avons des notifications et des envois de données qui sont à la baisse, ou comment évaluer ce taux de positivité des tests? Et réponse, on le fait via le système GUESS qui récolte ces données concernant SARS-CoV-2, mais également des autres infections respiratoires, et les taux de positivité des tests viennent des sites Sentinelle qui sont répartis à travers le monde, ce qui nous permet d'avoir une vision plus représentative de ce qui se passe dans le monde et aussi l'évolution de la tendance. Pour le SARS-CoV-2, c'est 10% à l'échelle internationale, mais cela varie d'une région à l'autre et de manière non significative, justement. Nous avons le lien, nous le publierons dans la boîte de dialogue du webinaire pour que vous sachiez où nous en sommes pour ce qui est de la circulation à travers les régions. Sur les cartes, nous voyons qu'il y a aussi une circulation de la grippe qui est à la hausse, 20% environ, dans l'hémisphère nord. Et c'est pour cela que la prise en charge clinique et une prise en charge clinique intégrée est essentielle pour que le patient qui se présente à un centre de santé soit bien diagnostiqué et puisse être bien pris en charge. Mais effectivement, le taux de positivité est à la baisse pour le SARS-CoV-2. En mai, nous avons levé son statut d'urgence de santé publique de portée internationale. Et les systèmes de notification, néanmoins, ont évolué. Tout le monde n'est pas dépisté. Sauf si l'on suit le parcours clinique que nous avons mis en place. On s'intéresse à l'évaluation des risques qui prend en compte le SARS-CoV-2. On s'intéresse, comme on l'a dit, à l'analyse des eaux usées. Et de cela, nous voyons que le taux de circulation varie entre 2 à 90 fois plus élevé que ce qui est notifié. Donc, nous voyons qu'il y a une forte circulation dans le monde entier. Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas nous-mêmes si nous sommes d'ailleurs infectés, car nous avons notre propre immunité, nous ne développons pas des formes graves. Il y a bien moins de personnes qui se font dépister, mais différents systèmes nous permettent de surveiller les systèmes basés sur les sites Sentinelle, les tests PCR à travers le monde, l'analyse des eaux usées, et puis il y a des personnes qui s'intéressent à certains signaux dans le monde. Est-ce qu'il y a une augmentation du taux d'hospitalisation, par exemple? De nombreux pays ont fait état d'une augmentation des hospitalisations. Alors on s'interroge, est-ce que c'est lié à l'apparition d'un nouveau variant ou non? Et nous consolidons toutes ces informations. Nous avons des échanges avec le réseau de laboratoires, avec notre groupe d'experts. Et c'est ainsi que nous pouvons avoir des chiffres. Nous avons un nouveau tableau de bord qui est proposé, qui a été lancé fin décembre 2023. Vous le verrez dans les prochains mois. Nous allons changer la page dédiée aux cas pour que ce ne soit plus écrit cas, mais circulation. L'idée est que nous puissions nous intéresser pas uniquement aux cas qui nous sont notifiés, mais au taux de positivité, la circulation des variants, l'analyse des eaux usées. Donc, si vous voulez savoir où vous en êtes dans votre pays, alors ce n'est pas encore possible, mais à l'échelle régionale et mondiale, vous le saurez. Vous verrez comment nous effectuons ce suivi. C'est une surveillance collaborative globale. Il y a aussi un système de surveillance pour les animaux, mais c'est autre chose. Voilà, différents systèmes en place en parallèle. Merci. Effectivement, tout ce qui a trait à la santé animale fera l'objet peut-être d'un autre webinaire EpiWin. Plusieurs questions sur les vaccins, les doses de rappel. Vicky, Maria, ou peut-être vous pourriez nous rappeler quelles sont les recommandations de l'OMS en matière de vaccination? Y a-t-il un nombre maximal de doses de rappel pour les patients? Maria. Nous travaillons avec le groupe SAGE, groupe consultatif qui formule des recommandations en matière de vaccination contre la COVID-19, qui se réunit régulièrement. Ils vont se réunir de nouveau dans les prochains mois. Pour ce qui est des recommandations en matière de vaccination, cela dépend des groupes à risque. Alors, nous avons les groupes les plus à risque. Nous parlons des personnes âgées, mais la tranche d'âge peut varier en fonction des pays. Parfois, c'est dès 70 ans, parfois, c'est plus de 80 ans. Toutes les personnes, ensuite, de plus de 60 ans. Et bien sûr, nous devons protéger les agents de santé en première ligne.
En fonction des groupes à risque, nous voyons que pour ces groupes, ils doivent recevoir une dose de rappel dans les 6 à 12 mois. Pour ce qui est du nombre de doses de rappel, tout dépend de votre dose de rappel, la dernière que vous avez eue. Cela permet de vous protéger quelques mois, mais pour les groupes les plus à risque, peut-être que nous allons tourner le dos à ce terme de rappel. Si vous avez reçu une dose de rappel il y a 3 ans, finalement, ce n'est plus un rappel. Ce que l'on veut, c'est que vous ayez une dose de rappel dans les 6 à 12 mois après la dernière injection. Nous, on s'intéresse aux risques, donc les groupes à risque intermédiaire et risque faible. Bien sûr, dans les politiques nationales, les choses peuvent évoluer. Bien sûr, c'est aux nations de décider, mais nous, on s'intéresse à la population à l'international. Pour les groupes les plus à risque, la recommandation est donc dose de rappel dans les 6 à 12 mois. On peut le dire, mais évidemment, il faut avoir accès à ces doses de rappel. Nous sommes en interaction constante avec les États membres et les partenaires pour être sûr qu'il y a bien une demande pour les vaccins, pour que les vaccins soient également acheminés où il faut et que finalement les personnes se fassent bien vacciner. J'ajouterais que nous écoutons également ce qu'ont à dire les communautés. Nous écoutons quelles sont leurs questions, des questions sur les nouveaux variants. Est-ce que le vaccin fonctionne toujours avec le nouveau variant? Oui, très bien. Nous avons également comme question, le vaccin est-il sûr? La réponse est oui. Il y a 13 milliards environ de doses qui ont été inoculées, distribuées en tout cas, pour 2021. Avec la vaccination contre la COVID-19, nous avons sauvé environ 14 millions de vies, ce qui est un chiffre élevé, ce qui prouve que le vaccin est efficace. Évidemment, le virus évolue. Nous répondons aux questions par les séances questions-réponses, avec les conférences de presse. Nous parlons avec les États membres pour être sûr que tout le monde ait accès aux informations les plus pertinentes et opportunes. Merci. Merci. Vous avez finalement endossé ce rôle de poser et répondre aux questions. Merci, Vicky. J'ajouterais que lorsque l'on regarde les effets indésirables, ils sont extrêmement rares, rappelons-le, pour la vaccination contre la COVID-19, n'est-ce pas? Et extrême et très rare. Je vois l'heure qui tourne. Une question qui me semble tout à fait indiquée pour conclure notre webinaire. Merci, Lindsay, pour votre question. La pandémie a révélé les inégalités en matière d'accès de préparation, d'accès aux soins de santé, aux préparations pandémie. Quels sont les enseignements à tirer pour que nous ayons des systèmes de santé plus équitables et résilients à l'avenir? Et je vous demanderai à chacune de donner une réponse très succincte pour que nous soyons prêts en cas de nouvelle pandémie. Closely with the communities. Collaborer avec les communautés, encore plus que jusqu'ici. Il faut collaborer avec les personnes des communautés et élaborer des solutions ensemble. Nous pouvons tirer de nombreux enseignements de cette pandémie qui n'est pas encore finie, même si nous ne sommes plus en situation d'urgence. Il est important de préserver les acquis en matière de surveillance, de soins cliniques, accès aux mesures de lutte médicale. Et au-delà des systèmes de santé, il faut un engagement politique fort pour mieux réagir la prochaine fois. La question n'est pas de savoir si, mais quand il y aura une prochaine fois. Ce traumatisme doit servir à quelque chose. Nous souhaitons que les États membres prennent des engagements politiques et financiers aussi. Ça ne concerne pas uniquement les systèmes de santé, la collaboration sur le plan scientifique. Il faut aussi une collaboration au niveau politique et financier. Nous avons le fonds des pandémies, mais ce n'est pas suffisant. Et tout le monde est là de parler de la pandémie. Or, il est important de rappeler que la pandémie n'est pas finie et que nous continuons à travailler sur la COVID-19. C'est une tâche ardue, de longue durée. Nous comptons sur les États membres pour nous soutenir dans cet effort. Nous allons continuer à le faire et il est important de s'assurer que les systèmes mis en place puissent perdurer. Pour ma part, je dirais qu'il faut des soins cliniques sûrs et adaptables.
Cela fait partie de la stratégie de préparation et de riposte aux pandémies. Il faut donc s'intéresser d'abord aux systèmes qui doivent être prêts à être renforcés si nécessaire. Et il faut que les soins cliniques puissent être adaptés aux nouveaux pathogènes. Des soins de qualité sont indispensables. L'approvisionnement est également très important. On a manqué d'oxygène face à la COVID-19. Ça a été un problème dans de nombreux pays du monde. Nous avons cherché à améliorer l'accès à l'oxygène médical et à d'autres dispositifs médicaux et d'autres fournitures essentielles dont on a besoin pour traiter les patients jusqu'au dernier kilomètre. C'est un point amélioré. Quant aux agents de santé, ils doivent être adéquatement formés, disposer des informations d'actualité. Cela ne concerne pas uniquement les médecins et le personnel infirmier, mais aussi le personnel technique, raison pour laquelle j'ai mentionné l'oxygène. Il y a aussi les ingénieurs cliniques, biomédicaux, ceux qui sont chargés de produire l'oxygène médical, de générer l'électricité dans les établissements de santé. L'accès à une eau sûre aussi est important. Ce sont des problèmes qui ont été clairement démontrés lors de la pandémie de COVID-19. Et enfin, il y a les structures, les établissements de santé, les établissements communautaires, les hôpitaux doivent être adéquatement dotés du personnel, des équipements dont on a besoin. Il faut que ces structures offrent un lieu de travail sûr pour les agents de santé afin qu'ils puissent adéquatement traiter les patients. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup. Oui, c'est comme un iceberg. On a le nombre de cas, le nombre de décès à la pointe et en dessous, la partie cachée de l'iceberg. Ce sont tous les éléments que vous avez mentionnés. Nous allons bientôt connaître le 4e anniversaire de la déclaration de la COVID-19 comme une urgence de santé publique de portée internationale. C'est un moment important. C'était il y a 4 ans et 2 jours, très exactement. Maria, pouvez-vous nous dire ce que vous avez ressenti il y a 4 ans? Ma foi, c'est difficile. Chaque jour, nous avons été confrontés à cette pandémie. Pour chacun d'entre nous, ça a été une période extrêmement intense, complexe, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Je suis très impressionnée par la collaboration à laquelle nous avons insisté pour lutter contre ce phénomène. On m'a beaucoup vue, c'est vrai, mais si j'ai pu faire mon travail, c'est grâce à tous ceux qui ont collaboré avec moi et tous les milliers de personnes dans le monde qui ont joué leur rôle à l'échelle nationale. Nous aurions tous souhaité pouvoir en faire plus. Je suis donc triste dans une certaine mesure quand je réfléchis à tout cela. En même temps, je suis fière de la collaboration dont le monde a su faire preuve. Mais je ne peux m'empêcher de songer aux personnes qui ont souffert, qui ont perdu des proches. J'y songe chaque jour. Et je me sens privilégiée de pouvoir travailler à l'OMS avec l'excellent personnel sur lequel nous pouvons compter, que ce soit au siège, dans les régions ou dans les bureaux de pays. Je pense aussi à
tout le personnel de santé qui est confronté non seulement à la pandémie de COVID-19, mais à des conflits, des guerres, des inondations et autres. Ça a été une période extrêmement difficile que je ne pourrai jamais oublier. Mais comme chacun d'entre vous, nous faisons de notre mieux tous les jours. À l'OMS, c'est une priorité pour nous. Nous avons encore de nombreuses personnes qui travaillent sur la COVID-19, parallèlement aux autres domaines auxquels nous devons nous intéresser. Il est important de continuer à assurer votre protection, votre santé. Votre vie est précieuse. Nous pouvons tous contribuer à nous protéger les uns les autres. Merci d'avoir posé cette question. Nous allons maintenant retourner au travail après ce webinaire. Je voudrais remercier ma famille pour conclure. Je pense que nous pouvons tous remercier nos proches qui nous ont soutenus pendant cette période difficile. Merci beaucoup, Maria. Et dans le chat, de nombreux participants vous remercient tous à l'OMS. Je vais donner la parole à Supriya pour ses éventuelles conclusions. Je remercie le personnel du studio qui a organisé ce webinaire. Merci également à nos interprètes. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants, à Shagun qui a animé cette session avec les questions et réponses. Félicitations. Merci aussi à nos participants qui ont été très nombreux et très actifs, qui ont fait des commentaires essentiellement positifs et constructifs. Je remercie l'équipe du studio de l'OMS qui œuvre en coulisses pour assurer le bon fonctionnement de ce séminaire. Marc, Lindsay, Jules, Alex. Merci à nos interprètes et à nos collègues de l'informatique. Merci à tous. D'autres webinaires vous seront proposés ultérieurement. Si vous souhaitez recevoir des informations à ce sujet, vous pouvez vous inscrire à notre liste des webinaires que vous trouvez dans le chat. Merci et à la prochaine fois.